Le matin du 15 mai 2023 a commencé pour les ouvriers du bâtiment de manière tout à fait ordinaire. Le café Thé Sucré, sur l'autoroute numéro 33, avait besoin d'une rénovation depuis longtemps. Les murs étaient fissurés, la maçonnerie s'effritait après les fortes pluies. Mais en démolissant le mur de la cuisine d'été, les ouvriers ont découvert par hasard quelque chose d'étrange. Un sac plastique, soigneusement caché dans une couche de ciment appliquée à la hâte. À l'intérieur se trouvaient des os, une couronne dentaire métallique et un petit amulette bouddhiste avec les initiales gravées CHP. Les experts ont rapidement déterminé que les restes avaient été dans le mur pendant au moins 2 ans. D'après la composition du ciment et les fragments de chaux, il a été déterminé que le travail de maçonnerie avait été fait après juillet 2021, en pleine saison des fortes pluies. De plus, le sac avait évidemment été emmuré à la hâte, comme l'indiquaient les traces de plâtre et le mélange de béton durci de manière inégale. Les enquêteurs ont examiné l'empreinte d'une paume féminine trouvée sur le sac plastique, mais elle s'est avérée inutile. L'empreinte n'était enregistrée dans aucune base de données officielle. La femme dont la paume était restée sur le sac n'avait pas été précédemment dans le radar de la police. L'attention des enquêtes s'est dirigée vers les téléphones de travailleurs illégaux qui avaient disparu entre 2014 et 2023 dans la région. Leurs appareils ont été enregistrés pour la dernière fois exactement près du café Thé Sucré. Bien que dans la région des réseaux modernes fonctionnaient depuis longtemps, l'ancienne tour GSM 900 près du café a capté les derniers signaux des migrants disparus. Le premier suspect était le chef du village local, Shayaron Petkun, connu pour son penchant pour le commerce de matériaux de construction. Le soupçon s'est intensifié par l'amulette trouvée qui portait ses initiales. Mais l'amulette s'est avérée assez commune parmi les locaux. L'édition Wat Phra Kao 17 était une grande série de souvenirs commerciaux. Donc les enquêteurs ne pouvaient pas encore lier de manière univoque l'amulette personnellement avec le chef du village. La deuxième personne qui a attiré l'attention était un camionneur inconnu. Dans la nuit du 14 au 15 novembre 2022, il a laissé sur une colonne du café un graffiti étrange, un cercle barré avec la lettre P. La police ne pouvait pas encore déchiffrer ce message, mais soupçonnait intuitivement un indice dedans. Les achats de matériaux de construction effectués par le chef du village au cours des dernières années ne dépassaient pas les réparations ordinaires. Cependant, son alibi restait peu convaincant. Les enquêtes ne pouvaient pas porter d'accusation contre lui, mais il n'y avait pas non plus de base pour exclure complètement son rôle. Le nom du chef du village apparaissait trop souvent dans les circonstances étranges de cette affaire. Après un jour, le médecin légiste a communiqué qu'il avait découvert une autre trouvaille étrange. Sous la couche des restes se trouvait un sac sous vide avec un mélange en poudre, imbibé de sang et de poussière de ciment. Le microscope a montré que c'était un mélange de charbon de coco et de collagène, une substance complètement inappropriée pour la maçonnerie ordinaire de murs. Le même jour, les enquêteurs ont appelé la propriétaire du café Thé Sucré pour l'interroger. Une femme de 45 ans, nommée Somchei. Elle les a reçus avec un sourire amical et a immédiatement proposé de goûter son thé sucré caractéristique. Comment l'amulette avec les initiales du chef du village est-elle arrivée dans la maçonnerie fraîche du mur? Si Shayaron lui-même était traité à l'hôpital en été 2021 et ne pouvait pas être physiquement présent, la police a commencé à vérifier plus minutieusement l'identité du chef du village après que l'amulette avec ses initiales ait été trouvée près des restes. Les documents de l'hôpital de la ville de Chonburi ont confirmé que Shayaron a été traité en hospitalisation du 12 juin au 19 août 2021 après une fracture grave du fémur. Après sa sortie, il a suivi une longue rééducation. Les experts ont examiné des photos d'archives et ont trouvé une image du marché du temple de 2019. Sur la photo, le chef du village Shayaron remettait à la propriétaire du café Thé Sucré un lot de 5 amulettes identiques à celles trouvées dans la maçonnerie. Les amulettes de la série Wat Phra Cave 17 ont été acquises par le chef du village spécifiquement pour être remises aux membres de la communauté du temple local. Ainsi, il est devenu évident que la propriétaire du café était en relation directe avec l'amulette trouvée dans le mur de son propre établissement. Les enquêtes ont vérifié les opérations financières du chef du village.
En septembre 2021, il a personnellement payé pour une grande livraison de chaux de 3,5 tonnes. Formellement, le bon de livraison était établi au nom de Aikra Fong, un commerçant local de matériaux de construction. Le chef du village a expliqué que l'achat avait été fait collectivement par plusieurs commerçants et il avait simplement payé en espèces car c'était avantageux pour une remise. Concernant le sort des autres amulettes, le chef du village a expliqué qu'il les avait distribuées aux membres locaux de la communauté du temple. À qui exactement il avait remis les souvenirs? Chayaron ne pouvait pas s'en souvenir, car la remise des amulettes faisait partie d'une tradition locale ordinaire et n'était pas un événement spécial. Les enquêteurs ont essayé d'établir le motif pour lequel Chayaron payait personnellement de grandes livraisons de matériaux de construction. Il s'est avéré que c'était une pratique répandue parmi les commerçants locaux qui voulaient économiser grâce aux achats en gros. De plus, la police a cherché une connexion entre l'amulette et d'autres membres de la communauté du temple, mais en raison du manque de documents et d'enregistrements, il s'est avéré impossible de découvrir les noms de tous les destinataires des souvenirs. Les enquêtes ont vérifié l'information d'une voisine de Ik Fong qui affirmait qu'à l'automne 2022, une forte dispute avait eu lieu entre le chef du village et Fong. Initialement, la police a soupçonné que Fong pourrait intentionnellement incriminer Chayaron en utilisant l'amulette avec ses initiales. Cependant, après vérification, il s'est avéré que la dispute était exclusivement de nature domestique et concernait des désaccords sur le paiement d'autres matériaux de construction. La version de vengeance personnelle est tombée complètement. Cette fausse piste a été fermée. L'analyse de la composition du ciment a révélé de manière inattendue la présence de pollen d'un manguier rare de la variété Nam Dok Mai. Cet arbre ne poussait que derrière la cuisine du café et ne fleurissait qu'en septembre. Ainsi, les spécialistes sont arrivés à la conclusion que l'emmurement du sac dans le ciment n'avait pas eu lieu avant septembre 2021, mais exactement à cette époque. Selon les données électroniques du système Amphi-RM, qui confirmait ses visites médicales, Chayaron suivait une longue rééducation dans une clinique à Hua Hin et ne pouvait pas être physiquement près du café. Cette conclusion a complètement libéré Chayaron des soupçons directs. Cependant, les enquêtes l'ont gardé comme une personne qui avait involontairement aidé le criminel, possiblement sans le savoir. Le focus de l'enquête s'est déplacé brusquement vers la propriétaire du café. Dans les reçus de caisse de son établissement, les enquêteurs ont découvert un code étrange qui se répétait D33, qui a été enregistré exactement dans la nuit de la disparition d'un des migrants, le 14 novembre 2022. Maintenant, le chef du village Chayaron Petkun était formellement exclu du nombre des suspects principaux. Sa participation aux événements s'est réduite à un rôle secondaire comme aide accidentelle, dont les actions et connexions ont été utilisées par le véritable criminel. 2 migrants disparus étaient enregistrés dans les rapports locaux comme « travailleurs solitaires ». Cependant, les habitants du village les appelaient obstinément « neveux » de la propriétaire du café. Que se cachait-il derrière ce surnom étrange? Une vérification détaillée de la documentation financière du café pour 2018 a découvert des faits étranges. Dans les registres de caisse étaient notés 2 noms, Tongrin et Kun Sovan. Tous 2 recevèrent de l'argent pour travail de cuisine, les sommes étant égales, 1000 bahts par équipe chacun. Les experts policiers ont confirmé que de tels paiements en espèces en l'année 2018 ne nécessitaient pas de rapports spéciaux. C'est pourquoi personne n'y prêtait attention au début. Cependant, quelque chose d'encore plus étrange s'est révélé. Les cartes SIM des téléphones portables qu'utilisaient Tongrin et Kun Sovan étaient enregistrées sous le passeport de Ikungian Fong, le même marchand de matériaux de construction. Ceci était possible car les cartes SIM, avant le durcissement des règles d'identification en 2019, pouvaient pratiquement être enregistrées sans contrôle par des tiers. De plus, la police a reçu une photo de rue d'une caméra de taxi du 22 mars 2018, prise à 20h31. Sur la photo, on voit clairement les visages des 2 migrants sur le siège arrière de la voiture. Le taxi se dirigeait évidemment vers le café Thé Sucré.
Sur le tableau de bord de la voiture est visible une amulette, identique à celle qui fut trouvée plus tard dans le mur du local. Mais c'était un autre exemplaire, de la même série, mais évidemment pas le même. Les enquêtes ont tenté d'établir si ces personnes étaient officiellement enregistrées et si elles avaient des permis de travail quelconques. La réponse fut négative. Les 2 migrants étaient entrés illégalement dans le pays et n'avaient aucun statut officiel. Les enquêteurs se sont particulièrement intéressés à la question de pourquoi la propriétaire du café appelait ces gens ses neveux. Elle a expliqué qu'elle tentait ainsi de protéger les migrants de l'attention inutile de la police. Supposément, les forces de l'ordre poseraient en moins de questions inutiles si les locaux les considéraient comme leurs parents. De plus, la police a vérifié la version selon laquelle les 2 migrants disparus auraient pu traverser la frontière et quitter la Thaïlande. Un contrebandier surnommé Misker Rat a affirmé qu'il avait vu les 2 hommes le 5 avril 2018 au passage frontalier Padang Bozar près de la Malaisie. Les enquêteurs ont demandé des informations officielles sur les passages frontaliers de la base de données Malarail Border Control. Cependant, les noms Tongrin et Kunsovan manquaient dans les documents. Cette fausse piste, ils l'ont laissée ouverte pour le moment, afin d'exclure ou de confirmer définitivement la version malaisienne plus tard. Entre-temps, la police a reçu une confirmation technique importante. Le téléphone de l'un des migrants, Kun Sovan, a été enregistré pour la dernière fois dans le réseau GSM 900 au café Thé Sucré, tard dans la nuit, du 22 mars, de 1018 à 23h55. Ce fait contredisait directement les affirmations du contrebandier selon lesquelles les hommes auraient supposément été vus 2 semaines plus tard à la frontière. Les enquêteurs ont organisé en urgence une vérification de la zone autour du café. Dans la cour, dans un vieux trou de compost, les médecins légistes ont découvert des fragments de chaussures. Sur les semelles et semelles intérieures sont restées des étiquettes de la marque Ramayana. La vérification a confirmé ces chaussures faisaient partie d'une livraison exclusive, fabriquée spécialement pour le marché cambodgien en l'année 2017. Ainsi, l'apparition de telles bottes au café de l'autoroute numéro 33 semblait trop suspecte pour être une coïncidence. Après ces découvertes, les enquêteurs ont dirigé brusquement l'attention vers la personne de la propriétaire du café elle-même et ont commencé à enquêter minutieusement sur son activité, particulièrement les traces financières et numériques. De nouveau est apparu le mystérieux code D33 qui était apparu plusieurs années consécutives dans ses reçus de caisse, y compris la nuit de la disparition des migrants. Le groupe d'enquête est également revenu aux événements du temps présent pour comparer les détails de l'enquête du passé et du présent et tenter de découvrir le plan complet de la criminelle. L'administration financière a découvert une transaction étrange effectuée par la propriétaire du café. Le 14 novembre 2022, depuis un compte de crypto-monnaie enregistré sous le passeport du marchand de matériaux de construction Yinta Fong, une grande somme a été transférée, 0,3 Bitcoin. Le récepteur des fonds était l'entreprise Grand Dry Lab TH, connue pour la vente de chambres de séchage de laboratoire. Pourquoi un café de rue avait-il besoin d'équipements professionnels de ce niveau ? La vérification des registres d'échange a confirmé que le compte était vérifié 2 fois. En plus du passeport de Yinta Fong, un selfie de la propriétaire du café elle-même était téléchargé dans le système. Ceci confirmait sa participation directe à l'achat. Une confirmation supplémentaire était une vidéo de la caméra du distributeur automatique au café. À 14h07, du même jour où la transaction de crypto-monnaie fut effectuée, la propriétaire a personnellement scanné un code QR sur le téléphone. La vérification des adresses IP a confirmé que le téléphone portable était à ce moment dans le réseau du routeur du café. Les enquêteurs ont également obtenu un enregistrement vidéo de la livraison de l'équipement de l'entreprise de transport Kerry Express. Le 17 novembre, un camion a apporté la vitrine commandée directement à l'entrée de la zone de service du café. Le coursier a signé pour le destinataire et a laissé la caisse à l'entrée arrière. La vidéo de son enregistreur de véhicule était complètement conservée dans les archives de l'entreprise. Lors de l'interrogatoire, la propriétaire du café a expliqué qu'elle avait acquis la vitrine avec paiement de crypto-monnaie parce que cela aidait à économiser plusieurs pourcents de commission.
Supposément, elle avait reçu ce conseil du fils d'une connaissance qui utilise activement la crypto-monnaie pour des achats similaires. À la question des enquêteurs sur pourquoi l'équipement coûteux restait inutilisé dans le local, la propriétaire a expliqué calmement qu'elle prévoyait de sécher des herbes et des épices pour le thé. Mais après l'installation, elle a compris que l'électricité était trop chère pour elle et a donc laissé le séchoir éteint. Cette version fut brièvement confirmée par un fermier voisin. Il a expliqué qu'il n'avait jamais vu que la vitrine soit allumée. Les enquêteurs ont suspecté que l'équipement avait pu être acheté à la hâte et simplement pas utilisé selon sa destination. Cependant, la police a décidé de vérifier les paroles du voisin de manière plus détaillée. Les criminologues ont pris l'équipement pour expertise et ont découvert, à la surprise des enquêteurs, un tableau complètement différent. L'expertise de la chambre de séchage a donné un résultat inattendu. Sur la lame d'un couteau confisqué de la vitrine ont été découverts des restes microscopiques de collagène humain. L'analyse a montré que la dégradation du collagène ne dépassait pas 18 mois. De plus, les experts ont trouvé dans la chambre elle-même de minuscules fragments de tissu musculaire humain avec une teneur en potassium inhabituellement élevée qui indiquait clairement un traitement spécifique. La vérification des protocoles techniques a montré que dans la nuit du 14 novembre 2022, exactement à la date où la transaction de crypto-monnaie fut effectuée, le couteau de la vitrine de séchage a été transporté environ 8 mètres jusqu'au fumoir dans la arrière-cour du café. Sur cette section, il n'y avait pas de caméra de surveillance, l'électricité fut déconnectée manuellement via la boîte de commutateur et l'éclairage fut fourni seulement par la lumière naturelle avec 42% de clair de lune. Après cette découverte, la version de l'équipement inutilisé est tombée définitivement. Sur la base de ces preuves, la propriétaire du café fut immédiatement arrêtée. Dans la salle d'interrogatoire, pendant que l'enquêteur traitait les documents, elle a demandé de manière inattendue « Avez-vous déjà trouvé le deuxième sac ?» Il est dès maintenant devenu évident pour les enquêtes qu'il pourrait y avoir plus de crimes qu'ils n'avaient initialement soupçonnés. Ils ont commencé des mesures urgentes pour chercher une autre cachette. En juin 2024, le tribunal pénal central de Bangkok a rendu le jugement définitif dans l'affaire de la propriétaire du café de rue Thé Sucré. Yintafong, âgé de 44 ans, a été officiellement déclaré coupable d'une série de crimes commis entre juillet 2014 et novembre 2022. Ces victimes étaient des travailleurs cambodgiens illégaux que la femme attirait au café et régalait avec du thé sucré contenant un mélange spécial. Du concentré de kratom et de l'extrait de pavot étaient complètement masqués par le goût sucré du lait concentré. Après la perte de conscience, les victimes étaient tuées, puis leur reste était méthodiquement détruit. La chair était partiellement consommée par la propriétaire elle-même et les parties molles étaient jetées dans la fosse à compost. Les os étaient broyés et brûlés dans un four spécialement aménagé, précédemment utilisé pour fabriquer du charbon de noix de coco. Une inspection de 2020 a enregistré une température allant jusqu'à 670 degrés Celsius. Le motif principal des crimes, selon les matériaux officiels d'enquête, étaient les convictions mystiques de Yintafong. Après la mort de son fils dans un accident de voiture en 2013, elle est arrivée à l'idée qu'elle pourrait ramener ou prolonger sa propre vie en dévorant l'énergie vitale qui d'autrui. Le procureur a présenté au tribunal des preuves exhaustives liant définitivement les crimes à Yintafong. La vérification des reçus d'achat de Cho a montré une coïncidence complète avec les journaux GPS des téléphones portables des personnes disparues. Sur 10 épisodes vérifiés, 7 coïncidaient complètement et 3 autres ont été confirmés indirectement par des localisations croisées. De plus, les enquêtes ont présenté des matériaux de l'inspection thermique du four du 2 décembre 2020 lorsque l'inspecteur des incendies a enregistré une température de travail de 640 à 670 degrés. Plus tard, l'inspecteur a avoué qu'il avait reçu un petit pot de vin de 500 bahts pour se limiter seulement aux recommandations verbales sans prescriptions écrites. Une preuve importante était l'expertise de la composition du ciment découverte avec les restes dans la maçonnerie du mur du café. Le pollen de mangue de la variété Nam Doc Mai a confirmé sans équivoque que la maçonnerie du premier sac
avait été réalisé exactement derrière la cuisine d'été du local en septembre 2021. Le deuxième sac, découvert plus tard dans l'abri, contenait encore 2 couronnes dentaires identiques à celles trouvées précédemment. Le code mystérieux D33, enregistré dans les livres de caisse du café, a été finalement déchiffré. Dans le journal personnel de la propriétaire confisqué dans la maison de sa sœur, il s'est avéré que c'était sa propre marque interne, signifiant « jour de l'invité du latex ». Ainsi appelait la femme les migrants illégaux qui venaient pour gagner de l'argent, qui s'occupaient de la collecte de latex dans les plantations les plus proches. Lors de la dernière audience judiciaire, les avocats de Yintafong ont tenté de transférer la responsabilité au chef du village Chayarom Petkun en invoquant l'amulette trouvée et les reçus de matériaux de construction émis par ses contacts. Cependant, le ministère public a présenté des preuves de fer de sa non-participation. Résultat de l'analyse du béton, journaux QR médicaux de son traitement à Hua Hin et enregistrement KYC de l'échange de crypto-monnaies qui pointaient, sans équivoque, vers la personne de Yintafong elle-même. Lorsque le juge a demandé à l'accusé ces derniers mots, Yinta a inopinément prononcé une phrase qui a choqué tous les présents. « Ils ne sont jamais arrivés au compost derrière le manguier. Il y a encore des os là-bas. » Le tribunal a condamné définitivement Yintafong à la prison à vie sans droit de grâce. L'affaire a été officiellement close. Rachel Hale, 34 ans. Elle fut trouvée tôt le matin du 7 septembre, attachée au rail par une sangle de chargement. À 2h25, la caméra automatique de la draisine RIV 502 enregistra le moment de l'impact. Qui avait amené Rachel là-bas et pourquoi? Voilà la principale énigme. Le signal d'alarme parvint au poste de l'opérateur de la section ferroviaire CN à 2h33. La caméra de la draisine technique RIV 502, qui circulait régulièrement sur les voies, avait détecté un obstacle inhabituel sur les rails. La patrouille, arrivée sur les lieux une demi-heure plus tard, confirma rapidement les pires craintes. Sur les rails se trouvait une femme. Sa partie supérieure était fermement serrée par une puissante sangle de chargement. Les poignets étaient fixés par un seul lien plastique. Le visage dirigé vers le haut, le regard figé. À 5h45, la police confirma l'identité. Rachel Hale, 34 ans. La dernière activité du téléphone de Rachel fut enregistrée à 23h41. L'appareil passa en mode avion. Pourquoi elle décida de disparaître des radars à ce moment précis? Voilà la question clé. À partir de ce moment, tous les moyens standards de traçage des déplacements devinrent inutiles. Le seul repère fut le bracelet fitness. Il conserva les coordonnées GPS de Rachel directement dans la zone du camping abandonné près des voies CN. Sur le chemin de terre qui menait du lieu de l'incident vers l'autoroute Shui 16, la police trouva des traces de pneus fraîches. Ces traces montraient clairement qu'une voiture était arrivée sur le lieu des événements et l'avait quitté précipitamment par le même chemin. Quelqu'un n'avait manifestement pas prévu de s'attarder ici plus longtemps que nécessaire. Les premières étapes de l'enquête menèrent à Curtis Hale, l'ex-mari de Rachel. Leur relation était connue pour sa tension. 5 ans de mariage s'achevèrent par un divorce conflictuel. Curtis ne cachait pas son irritation face à la nouvelle vie de Rachel, notamment ses nouvelles fréquentations. Ces dernières semaines, des témoins avaient vu à plusieurs reprises des explications publiques entre les ex-époux. La deuxième personne importante qui attira l'attention de la police fut un ami commun de l'ancien couple, Jason L. Il fréquentait souvent leur compagnie, avait été témoin de disputes et connaissait bien les détails de la vie des deux. La nuit où tout s'était passé, Jason déclara à la police qu'il était chez lui et menait un stream de sessions de jeux sur Internet. À première vue, l'alibi semblait solide, mais la vérification n'était pas encore terminée. Les déclarations de Jason soulevèrent des doutes chez les enquêteurs. Le stream, selon ses dires, était diffusé en direct toute la nuit, mais les experts découvrirent des signes possibles qu'une partie de la transmission avait été préenregistrée. Une telle pratique n'est pas rare chez les streamers. Elle donne la possibilité de s'absenter brièvement sans interrompre le flux vidéo.
En conséquence, l'alibi de Jason L. fut remis en question. Les enquêteurs admettent qu'il aurait pu être absent précisément pendant les heures où Rachel fut amenée sur la voie de garage CN. Pour l'instant, Jason conserve le statut de témoin possible, mais ces déclarations nécessitent une vérification et une confirmation minutieuse. Le fragment de données le plus significatif provint de la caméra routière installée sur Athabasca Falls RD. À 22h57, la caméra enregistra un Chevy Colorado argenté se dirigeant par le chemin de campagne vers le lieu de l'incident. Le véhicule se déplaçait lentement, avec assurance, comme si le conducteur savait exactement où il allait et pourquoi. Mais à 3h12, quand le même Chevy revint, la caméra ne fixa qu'une seule personne dans l'habitacle de la voiture. Les questions des enquêteurs furent simples. Si Rachel se rendait à ce camping dans cette voiture, où avait-elle disparu au moment du voyage de retour? Et qui exactement conduisait le Chevy cette nuit-là? Pour répondre à ces questions, l'enquête s'adressa au principal suspect. Curtis Hale, l'ex-mari de Rachel, devint la figure centrale de l'investigation. Sa biographie, ses actions, ses motifs sont maintenant sous contrôle particulier. Les enquêteurs doivent comprendre pourquoi il s'est retrouvé au centre de cet incident mystérieux. Tôt le matin du 8 septembre, la police entre dans la petite maison de Curtis Hale à Hinton avec le mandat numéro CN 230 908-07. Curtis Hale, soudeur, ex-mari de Rachel Hale. Statut, principal suspect. Lors de la perquisition, l'ordinateur portable de travail attire l'attention des détectives. À l'écran était réduit un document au format PDF avec l'horaire détaillé du mouvement de la draisine technique RIV 502. Les données semblent officielles, comme si elles avaient été obtenues auprès d'un employé du service de répartition ferroviaire. L'expert technique de la police confirme rapidement. Curtis avait ouvert et consulté ce fichier à plusieurs reprises au cours des 2 dernières semaines. Les dates et heures d'ouverture coïncident avec les heures du soir après sa journée de travail, quand il semblait n'y avoir aucune nécessité d'étudier l'horaire de service du transport ferroviaire. La police n'établit pas encore si Curtis a obtenu l'horaire directement d'un employé de la compagnie ferroviaire ou si c'était un accès obtenu par d'autres moyens. Cependant, le fait reste évident. Curtis Hale connaissait l'heure exacte et l'itinéraire de passage de la draisine sur le chemin de laquelle fut découverte Rachel. L'enquête tente de trouver la logique des actions de Curtis. Pourquoi un soudeur ordinaire aurait-il besoin d'étudier l'horaire officiel du mouvement du matériel technique? Dans ses tâches quotidiennes au travail, il n'y avait aucune nécessité de telles données. Le chef de section de Curtis confirma que les travailleurs de leur entreprise n'avaient jamais eu besoin de telles informations. Le document n'était manifestement pas accidentel. La police fixe cela comme une preuve importante qui indique le caractère prémédité des actions. Curtis Hale refuse d'expliquer pourquoi il avait besoin d'une telle information, invoquant le droit légal de ne pas témoigner contre lui-même. Son silence renforce les soupçons des détectives. Le même jour, les enquêteurs interrogent l'entourage de Curtis sur qui aurait pu lui transmettre l'horaire de mouvement de la draisine. Le collègue de Curtis, Tim S., devient une personne d'intérêt pour l'enquête. Tim travaille pour la même entreprise de soudure et était auparavant employé du service ferroviaire. Il maintient des contacts amicaux avec les répartiteurs et reçoit parfois d'eux des documents de service qui ne devraient pas tomber entre les mains d'étrangers. Tim nie avoir transmis des documents à Curtis et affirme qu'il ne s'était pas du tout intéressé à de telles informations ces dernières années. Cependant, l'enquête le place sous surveillance comme possible complice, bien qu'il n'y ait pas encore de preuves directes contre lui. Continuant l'inspection de la maison de Curtis, l'enquêteur trouve sur la table du salon un ticket de magasin ordinaire. L'achat fut effectué le 4 septembre dans le magasin de bricolage Hinton Hardware, connu en ville pour ses articles de maison et de réparation. Dans la liste des articles achetés figurent plusieurs outils de construction, et parmi eux, des liens plastiques de résistance renforcée. Le criminologue qui étudie les indices trouvés sur le lieu de l'incident informe que le marquage des liens utilisés pour fixer Rachel correspond exactement au modèle indiqué sur le ticket. La police comprend que c'est un indice important. Curtis avait personnellement acheté des attaches correspondant à la preuve.
Cela le place dans une position extrêmement vulnérable face à l'enquête. Maintenant, l'attention des détectives se tourne vers le passé et la situation financière de Curtis et Rachel Hale. La police doit découvrir quelles circonstances auraient censé pu pousser Curtis au crime. Le motif pourrait être beaucoup plus profond qu'une simple jalousie ou rancune du divorce. L'enquête passe doucement à l'étude des documents financiers et de l'histoire du couple, pour trouver des conflits cachés et des raisons qui auraient pu mener aux conséquences tragiques. Le 9 septembre, les enquêteurs arrivent à la compagnie d'assurance à Jasper pour découvrir les détails des assurances de Rachel Hale. Il s'avère rapidement que Rachel avait 2 polices actives, une de l'employeur et une personnelle, renouvelée par elle en 2022. Pour une raison étrange, le seul bénéficiaire de la police personnelle reste son ex-mari, Curtis Hale, bien que le couple ait officiellement divorcé avant le renouvellement du contrat. À la demande des données d'archives, les employés de la compagnie transmettent à l'enquête la correspondance de Rachel avec l'agent de l'année précédente. Dans une lettre d'août 2022, elle demande clairement de laisser l'adresse et le nom du bénéficiaire sans changement, ne mentionnant pas le divorce et ne précisant pas les raisons d'une telle décision. Les criminologues vérifient en plus la signature et confirment l'authenticité de la lettre de Rachel. Le document est absolument fiable. Les enquêteurs sont perplexes. Dans les conversations personnelles, les connaissances caractérisaient Rachel comme une femme attentive et responsable. Elle oubliait rarement les documents importants et suivait toujours clairement ses obligations financières. Pour comprendre pourquoi le bénéficiaire n'avait pas été changé après le divorce, les enquêteurs rencontrent les parents de Rachel, Peter et Sarah. La famille est ouverte au dialogue, mais extrêmement surprise par le fait de la conservation du nom de Curtis dans l'assurance. Sarah suppose que sa fille aurait pu simplement oublier ou, peut-être, qu'elle était pressée et ne voulait pas approfondir les affaires papier. Cependant, les enquêteurs ne sont pas satisfaits de cette version. Selon eux, une coïncidence de ce genre est peu probable. Cette décision semble être un pas conscient de Rachel, dont les raisons restent inconnues. Les parents n'ajoutent rien, soulignant seulement que leur fille ne partageait pas avec eux de telles nuances de sa vie personnelle. Au cours de la conversation, Sarah, la mère de Rachel, avance une hypothèse inattendue. Elle suppose que Rachel et Curtis auraient pu décider d'un départ commun de la vie. Les parents connaissaient de la tension entre les ex-époux, mais pensaient que leur fille n'avait pas complètement rompu le lien émotionnel avec Curtis. Dans la théorie de la mère, l'événement tragique sur les voies aurait pu être parti d'un plan mutuel. Cette version devient une fausse piste. Bientôt, les criminologues excluent complètement la possibilité d'un départ volontaire de Rachel. Les preuves du lieu de l'incident témoignent clairement du caractère violent de ce qui s'est passé. Un fait plus important, découvert par l'enquête au cours de l'investigation financière, remet en question beaucoup de conclusions précédentes. Une semaine avant la mort de Rachel, 15 000 $ canadiens furent débités du compte des ex-époux. Le retrait fut effectué depuis une adresse IP inconnue. Les spécialistes de la banque affirment que la transaction passa par le système d'accès à distance et ne correspond à aucun lieu de résidence ou de travail connu de Rachel et Curtis. Les experts de sécurité de la banque informent immédiatement que l'argent fut débité sans la vérification d'identité habituelle dans de tels cas. Cela aurait pu être fait par quelqu'un ayant un accès complet aux données bancaires du couple, y compris les mots de passe et l'authentification. Ce fait devient un signal alarmant et renforce les soupçons de l'implication d'une tierce personne. Il est clair pour les enquêteurs, il faut découvrir d'urgence qui exactement était derrière le retrait d'argent depuis l'IP inconnu. Pour cela, la police prévoit d'engager une expertise technique pour établir la géolocalisation du retrait et identifier l'utilisateur. Aussi, au centre de l'attention de l'enquête se retrouve à nouveau l'ami du couple, Jason L. Son alibi avec le stream nocturne n'est pas confirmé définitivement. C'est maintenant que les experts techniques doivent étudier en détail son activité numérique dans la nuit de la mort de Rachel. Le matin du 10 septembre, les enquêteurs reçoivent un appel inattendu du garde forestier local, Robert Green. Robert affirme qu'il dispose d'un enregistrement vidéo important, fait par une caméra automatique installée sur une tour d'observation d'incendie.
L'enregistrement en time-lapse fut mené dans la nuit de l'incident et aurait pu fixer des détails significatifs. Les experts étudient l'enregistrement obtenu du garde forestier. La caméra fixait ce qui se passait dans la zone du camping avec une fréquence d'une image toutes les 2 secondes et clairement fixait ce qui suit. À 23h05, un véhicule entre dans la zone d'observation, se dirigeant vers le camping abandonné. Les phares s'allument à l'écran, puis disparaissent dans les profondeurs de la forêt. L'enregistrement continue dans un rythme monotone. Rien ne se passe jusqu'à 0h17. C'est précisément à ce moment qu'apparaît sur les images une faible tache de lumière d'une lampe de téléphone portable. La lumière se déplace le long d'un sentier forestier étroit vers la rivière et disparaît après 12 minutes, exactement à 0h29. Pendant presque 3 heures, rien ne se passe sur l'enregistrement vidéo excepté de rares reflets de lune et d'arbres. À 3h05, le véhicule apparaît à nouveau dans le cadre, les phares s'allument et la voiture quitte précipitamment le lieu par le même itinéraire qu'elle était venue. Les experts techniques de la police étudient attentivement les images. Une dispute surgit entre eux. Les dimensions du véhicule sur l'enregistrement vidéo sont-elles identiques au Chevy Colorado fixé par les caméras routières la même nuit? L'analyse ne donne pas de réponse univoque. La résolution de la caméra ne permet pas d'identifier avec précision la longueur de la caisse au centimètre près. Les doutes persistent. Cependant, la similitude des contours et de l'éclairage des phares est très convaincante. Les spécialistes inclinent vers la conclusion que le véhicule sur la vidéo est, très probablement, le même Chevy. En même temps, un des détectives avance la version d'un possible second véhicule. Il insiste que c'est précisément un second véhicule qui aurait pu aider à quitter le lieu de l'incident, expliquant pourquoi sur l'enregistrement on ne voit qu'une seule personne dans la cabine au retour. En théorie, cela semblait logique, mais fut rapidement vérifié. Les caméras voisines, installées le long de Highway 16 et d'autres routes proches, ne fixent pas dans la nuit de l'incident d'autres transports se dirigeant vers la zone du camping. Ainsi, la version du second véhicule s'avéra erronée et fut rapidement écartée. D'autres voitures sur l'enregistrement de la garde forestière ne sont pas non plus présentes. Le moment le plus important du time-lapse fut découvert lors d'un visionnage plus détaillé des images prises au moment de la sortie du véhicule. Malgré la qualité médiocre, les experts établissent sans équivoque qu'à l'intérieur de l'habitacle n'est visible qu'une seule source de lumière, le tableau de bord du côté conducteur. Est absent un second reflet de lumière caractéristique, habituellement créé par les téléphones portables ou autres appareils du passager. Cela confirme encore une fois que le conducteur roulait seul. Les enquêteurs fixent ce fait comme significatif. Rachel ne se trouvait pas dans le véhicule au voyage de retour. Cela confirme sans équivoque le caractère criminel de sa disparition, excluant toute supposition sur un abandon volontaire du lieu des événements. Après l'étude attentive de l'enregistrement time-lapse et l'abandon de la fausse version du second véhicule, l'enquête se concentre à nouveau sur la vérification de l'alibi de Jason L., l'ami de la famille, qui affirme qu'il menait un stream de jeu dans la nuit de la mort de Rachel. C'est maintenant que les enquêteurs dirigent les efforts techniques pour confirmer ou réfuter cet alibi, car tout lien de Jason avec le lieu du crime pourrait devenir un indice clé. Le 11 septembre, les spécialistes techniques de la RCMP vérifient définitivement l'alibi de l'ami de la famille, Jason L. Il affirmait que dans la nuit de l'incident, il menait une transmission directe de jeu sur la plateforme Twitch depuis sa maison à Edmonton. Les détectives étudient minutieusement sa trace numérique, tentant de comprendre si Jason aurait pu être impliqué dans ce qui s'est passé, ne serait-ce qu'indirectement. Les experts de la police montée royale du Canada, conjointement avec les représentants de la plateforme Twitch, confirment officiellement l'authenticité du stream de Jason L. La transmission directe commença à 22h15 et dura sans interruption jusqu'à 3h40. L'adresse IP de la transmission est enregistrée à l'adresse de résidence de Jason à Edmonton. Les spécialistes techniques notent particulièrement que le visage de Jason se trouvait pratiquement toujours dans le cadre en gros plan. Tous les terres, il interagissait activement avec le chat en temps réel,
Substituer la transmission ou utiliser du matériel préenregistré est techniquement impossible. Cela est complètement exclu. L'enquête reconnaît que l'alibi de Jason est indiscutable et qu'il ne pouvait pas physiquement être sur le lieu de l'incident à l'heure indiquée. Les experts de la RCMP vérifient séparément la version selon laquelle quelqu'un aurait pu mener le stream à la place de Jason, utilisant des deepfakes ou du montage vidéo. Cependant, les spécialistes de Twitch nantent catégoriquement cette possibilité. Les marqueurs numériques et les fichiers de log sur les serveurs de la plateforme montrent clairement que la transmission était menée en direct, précisément depuis l'ordinateur de Jason L. Le visage dans le cadre, sa mimique, ses réactions et réponses aux questions du chat, tout est sans équivoque authentique. La version de la substitution est complètement exclue. Ainsi, tous les doutes sur l'authenticité de l'alibi de Jason se ferment définitivement. Après une vérification minutieuse, la RCMP retire officiellement à Jason L. le statut de possible suspect ou complice. Son alibi numérique est reconnu comme absolument fiable et confirmé. Jason est transféré au statut de témoin sans prétention. Cependant, les détectives trouvent dans les correspondances personnelles de Jason encore un détail important, capable de changer la vision des circonstances du crime. Dans sa correspondance sur le messager Discord est découverte une phrase envoyée à une connaissance le soir du 6 septembre, un jour avant l'incident, avec l'information que Kurt pense se rencontrer la nuit avec elle. Cette information fait se tendre les enquêteurs. Au cours d'une analyse supplémentaire, il s'avère qu'auparavant, le même jour, Jason avait parlé avec Curtis au téléphone. Curtis, selon Jason, avait mentionné qu'il espérait convaincre Rachel de se rencontrer personnellement pour régler quelques questions personnelles. Jason perçut cela plutôt comme un ragot et le partagea avec un ami. Jason lui-même affirme qu'il n'y attacha pas d'importance, puisque Curtis se plaignait souvent des difficultés dans les relations avec son ex-épouse. Ainsi, apparaît une confirmation que Curtis planifiait d'avance une rencontre avec Rachel, et cette information était connue d'une tierce personne, Jason. Mais l'implication de Jason lui-même n'est pas confirmée. Il ne fut que fortuitement informé des plans de l'ex-mari de Rachel. Maintenant, l'enquête reporte son attention sur Curtis Hale. La question principale devient l'étude de la correspondance et des conversations téléphoniques de Curtis lui-même pendant plusieurs jours avant l'incident. Il est important d'établir à qui d'autre il aurait pu raconter ses plans et jusqu'où allait sa préparation. Le matin du 12 septembre, le groupe d'enquête se rend au cabinet juridique à Jasper, où l'avocat de la famille Hale révèle un problème financier significatif de Curtis. Selon les documents officiels, Curtis Hale est obligé de payer une dette de 220 000 $ canadiens avant le 1er octobre de l'année en cours. Ce fait donne à l'enquête un nouveau motif de poids. En étudiant les documents, les enquêteurs obtiennent de l'avocat une copie de la notification officielle du 30 et 1 août adressée à Curtis. La lettre du cabinet juridique rappelle durement à Curtis la date limite de paiement et informe qu'en cas de non-exécution des obligations, des mesures judiciaires de recouvrement de créances seront entreprises contre lui. Cette somme n'était pas connue auparavant. Même les proches connaissances de la famille Hale ne soupçonnaient pas la gravité des difficultés financières de Curtis. L'enquête note que la date de notification, 31 août, seulement une semaine avant l'incident, ce qui aurait pu servir de puissant déclencheur aux actions du suspect. Parallèlement, les experts du département financier de la police reviennent à la transaction qui avait éveillé des soupçons particuliers de l'enquête. Rappelons qu'une semaine avant la tragédie, 15 000 $ canadiens furent débités du compte de Curtis et Rachel Hale via une adresse IP inconnue. Maintenant, après l'obtention de logs bancaires supplémentaires, il devient évident. La transaction fut effectuée directement depuis le compte business de Curtis Hale, ce qui est confirmé par les signatures numériques et les logs d'autorisation. Ainsi, l'adresse IP inconnue auparavant devient une preuve supplémentaire contre Curtis. L'argent fut retiré précisément de son compte et utilisé par lui personnellement. Séparément, les enquêteurs revérifient de la version exprimée auparavant par la mère de Rachel sur un possible départ volontaire. L'expertise médico-légale exclut officiellement cette théorie.
Dans le rapport de laboratoire est indiqué que dans l'organisme de Rachel étaient absentes les substances sédatives qui auraient pas pu confirmer la théorie du départ volontaire ou du refus de lutte. Les experts fixent aussi des traces de résistance, excluant le caractère volontaire de l'incident. L'enquête ferme officiellement cette fausse piste. Ensuite, l'attention des experts se porte sur le lieu du renouvellement de l'assurance de Rachel, selon laquelle Curtis devait devenir bénéficiaire en cas de tragédie. Les spécialistes, ayant soigneusement vérifié les signatures numériques et l'IP, trouvent une nuance technique importante. Le renouvellement de la police d'assurance personnelle de Rachel fut effectué via un Wi-Fi public dans un café routier près de Parkside. Les enquêteurs vérifient immédiatement les documents financiers du café pour le jour et l'heure indiqués. En résultat, est découvert un ticket de café payé personnellement par Curtis Hale. L'heure coïncide avec le moment du renouvellement d'assurance via le réseau public du café. Ainsi, les enquêteurs fixent le fait que Curtis, probablement, contrôlait personnellement ou accomplissait cette action. Cela remet en question toutes les versions précédentes selon lesquelles Rachel aurait accidentellement oublié de changer le nom du bénéficiaire après le divorce. De plus en plus de preuves confirment que Curtis avait consciemment laissé son nom dans ce rôle. Maintenant devient absolument évidente l'importance du ticket du magasin Hinton Hardware trouvé auparavant, sur lequel fut fixé l'achat de liens de construction identiques à ceux utilisés lors de l'incident. Les enquêteurs reviennent à l'étude des circonstances et intentions de Curtis liées à cet achat. Apparaît la nécessité d'approfondir la recherche pour savoir si ces achats faisaient partie d'un plan prémédité ou d'une simple coïncidence. Le 13 septembre, les propriétaires du magasin Hinton Hardware fournissent volontairement à l'enquête l'enregistrement vidéo des caméras de surveillance du 4 septembre. C'est précisément ici que fut effectué l'achat de liens de fixation identiques à ceux trouvés sur le lieu de l'incident. L'enregistrement permet à la police de regarder pour la première fois l'identité de l'acheteur. L'enregistrement CCTV haute résolution fixe le moment de l'achat. L'acheteur, en entrant dans le magasin, porte un buff sombre cachant la plus grande partie du visage. Seuls les yeux et la partie supérieure de l'arête du nez sont visibles. Au moment où l'acheteur tend la main vers la marchandise, la caméra fixe clairement un tatouage remarquable avec le texte « Miller ARC » sur l'avant-bras. C'est le nom de l'entreprise de soudure locale où, rappelons-le, travaille Curtis Hale. Quand l'acheteur s'approche de la caisse, il retire le buff une seconde pour utiliser Face ID pour le paiement par smartphone. La caméra fixe la partie inférieure du visage de la personne. La qualité de l'image s'avère moyenne, mais manifestement suffisante pour effectuer une comparaison de base avec les photos existantes des suspects. L'expert criminologue en reconnaissance faciale étudie attentivement l'image vidéo obtenue. Après une évaluation primaire, le spécialiste conclut que la personne sur la vidéo par la structure de la mâchoire, la forme du menton et d'autres signes ressemble beaucoup à Curtis Hale. Cependant, officiellement, l'expert ne peut donner une certitude à 100% à cause de la détaillisation moyenne de l'image. Il recommande une vérification supplémentaire et une comparaison avec d'autres matériaux. Les employés de police s'entretiennent séparément avec le caissier du magasin qui avait servi l'acheteur ce jour-là. Le caissier informe avec assurance qu'à la première tentative de paiement, l'acheteur utilisa une carte bancaire. Le caissier se souvint clairement du nom du propriétaire de la carte, Tim C. Cette information soulève immédiatement de nouvelles questions et soupçons des enquêteurs concernant le collègue de Curtis, Tim, déjà tombé dans le champ de vision de la police. Néanmoins, après l'étude des relevés de transactions, les enquêteurs découvrent que l'opération par carte fut annulée pratiquement immédiatement après la tentative. À la place, l'acheteur effectua le paiement final sans contact, utilisant un smartphone. Ainsi, la version avec la participation de Tim devient moins probable, mais sa carte sur le lieu de l'incident nécessite des éclaircissements. Une demande supplémentaire à la banque clarifie définitivement la situation avec le paiement. L'opération par la carte Tim C fut effectivement annulée à cause d'une erreur d'identification Face ID. En résultat, l'acheteur passa immédiatement au paiement de réserve via smartphone. La banque confirme officiellement que la transaction finale fut effectuée précisément depuis le téléphone personnel de Curtis Hale
ce qui est fixé par les logs numériques et les données GPS du smartphone. Ainsi, malgré l'élément troublant avec la carte de Tim, les preuves numériques indiquent définitivement Curtis. Après ces découvertes, les détectives décident de convoquer immédiatement pour interrogatoire Tim, le collègue de Curtis Hale. Maintenant, la question clé devient la clarification des raisons de l'utilisation de sa carte bancaire sur le lieu d'achat lié au crime. Les enquêteurs doivent déterminer si Tim était complice de Curtis ou s'il devint victime d'une tentative de brouiller les pistes de Curtis. Le 14 septembre, les enquêteurs interrogent le collègue de Curtis, Tim S. Les questions se concentrent autour de la carte bancaire de Tim découverte lors de la tentative de paiement des achats à Hinton Hardware. Rappelons que là furent achetés les liens de fixation liés à l'incident. Tim S. À l'interrogatoire semble nerveux, mais raconte clairement qu'il avait effectivement donné sa carte à Curtis Hale pour effectuer un achat à Hinton Hardware. Il affirme qu'il l'avait fait à la demande personnelle de Curtis, qui expliqua la situation par le fait qu'il avait oublié sa carte à la maison. Tim ajoute que Curtis tenta immédiatement de payer avec sa carte, mais un problème surgit avec Face ID. Par conséquent, Curtis paya l'achat via son téléphone, et la carte de Tim ne fut pas utilisée dans la transaction finale. L'enquête réexamine la vidéo de la caméra du magasin et confirme les déclarations de Tim. Le système Face ID rejeta effectivement la tentative de paiement par la carte de Tim, après quoi fut utilisé le paiement depuis le téléphone appartenant précisément à Curtis. Quand les enquêteurs demandent pourquoi Tim accepta si facilement de donner sa carte, celui-ci répond simplement « dette de collègue ». Tim explique que Curtis l'avait aidé auparavant dans la réparation de la maison. Donc quand il demanda la carte, Tim perçut cela comme un service domestique ordinaire. Selon ses mots, il était sûr qu'il s'agissait d'acheter des matériaux de construction, et non quelque chose de suspect. Pour retirer définitivement les soupçons de Tim, les enquêteurs demandent le journal des passages de l'usine de soudure Miller ARC, où travaillent Tim et Curtis. L'enregistrement montre clairement que le 6 septembre, le soir, quand se déroulait supposément la préparation à l'incident, Tim retourna officiellement à l'équipe de nuit à 23h35. Cela est fixé par sa carte d'accès personnelle et les caméras de l'usine. Compte tenu des cadres temporels et de la distance, Tim ne pouvait pas physiquement participer aux événements ultérieurs. Ainsi, les soupçons sont officiellement retirés de Tim, son statut de possible complice est fermé définitivement. Parallèlement à l'interrogatoire de Tim, les criminologues effectuent une expertise supplémentaire des matériaux découverts sur le lieu de l'incident. Ils étudient en détail la sangle de chargement utilisée lors de la fixation de Rachel Hale aux voies. Les experts découvrent dans le bord plastique de la sangle des microparticules spécifiques de flux de soudage de marque ER 70S6. C'est un matériau de soudage souvent utilisé par les professionnels précisément pour les constructions de haute résistance. L'enquête effectue immédiatement une perquisition répétée du garage de Curtis. Sur la table de travail est découverte une meuleuse, sur la surface de laquelle se trouvent aussi des restes du même flux de soudage. La coïncidence de la marque et de la composition chimique des microparticules de flux devient la preuve la plus importante. Les experts soulignent que la probabilité d'une coïncidence accidentelle de microparticules de matériaux de soudage est négligeable. Cela témoigne que la sangle subit un traitement à proximité immédiate du lieu de travail ou de l'équipement personnel de Curtis Hale. Toutes les preuves et indices indirects se rassemblent en une chaîne continue menant directement à Curtis Hale. Les enquêteurs commencent la préparation à la présentation officielle d'accusation et établissent un mandat d'arrêt. Les matériaux et preuves sont déjà plus que suffisants pour la détention. Le 2 février 2025, dans la salle du tribunal Court of King's Bench of Alberta, s'acheva officiellement l'examen de l'affaire de la disparition de Rachel Hale. Curtis Hale, ex-mari de Rachel, fut officiellement reconnu coupable de meurtre intentionnel au premier degré et de falsification de documents. Le procès judiciaire, qui dura presque 1 an et demi, rassembla définitivement toutes les preuves et leva tous les doutes restants. Curtis Hale nia tout ce temps son implication. Cependant, la base probatoire s'avéra indiscutable. Dans la partie finale du procès judiciaire,
le procureur présenta successivement la chaîne de preuves qui, comme une mosaïque, se composèrent en un tableau sans équivoque. Premièrement, le fichier PDF trouvé sur l'ordinateur portable de Curtis avec l'horaire officiel du mouvement de la draisine ferroviaire. Les experts de criminalistique numérique confirmèrent la consultation multiple de Curtis de ce document 2 semaines avant l'incident. Deuxièmement, l'achat de liens de construction au magasin Hinton Hardware le 4 septembre. L'enregistrement de la caméra de vidéosurveillance confirma la présence de Curtis au magasin et les logs bancaires, le paiement précisément depuis son smartphone. Troisièmement, l'enregistrement vidéo time-lapse de la tour d'incendie du garde forestier. La voiture de Curtis fut remarquée à l'heure exacte à proximité immédiate du lieu de l'incident. Les coordonnées GPS de son smartphone confirmèrent complètement le déplacement précisément de son véhicule dans l'intervalle de temps indiqué. Quatrièmement, les données des caméras LPR, License Plate Recognition. Ces caméras fixèrent clairement que dans l'habitacle du Chevy Colorado à 3h12 se trouvait seulement le conducteur. Cela confirma l'absence de passagers et réfuta toutes les versions sur le caractère accidentel de ce qui s'était passé. Cinquièmement, les particules microscopiques de flux de soudage de marque ER 70S6 sur la sangle plastique. C'était une preuve physique directe indiquant le lieu de travail de Curtis. Les experts démontrèrent de manière convaincante l'identité de ces microparticules avec celles trouvées dans le garage du suspect. Enfin, sixièmement, le Wi-Fi public dans le café routier d'où fut effectué le renouvellement de la police d'assurance de Rachel. Les experts de sécurité numérique confirmèrent que la signature de Rachel fut falsifiée précisément par Curtis. Cela prouva le ticket de café payé par sa carte bancaire et les données de connexion du téléphone. La défense de Curtis tenta de contester l'accusation de falsification de signature, affirmant que le Wi-Fi étant public, le document aurait pu être signé par un inconnu. Néanmoins, le tribunal rejeta rapidement et sans équivoque cette version. Dans la décision du tribunal est clairement dit que la présence de la carte bancaire de Curtis utilisée au café au moment de la signature de l'assurance, ainsi que sa proximité immédiate à l'appareil depuis lequel fut effectuée la transaction, excluant la possibilité de participation d'une tierce personne, la salle du tribunal plongea à ce moment dans un silence complet. Il était évident que tous les arguments de la défense étaient épuisés. Le juge de la Court of King's Bench of Alberta annonça officiellement la sentence de Curtis Hale. Sur la base de preuves convaincantes, reconnaître Curtis Hale coupable d'accusation de meurtre au premier degré et de faux de documents. Assigner la peine. Emprisonnement à vie avec droit de dépôt de demande de libération conditionnelle seulement après l'expiration de 25 ans. Après l'annonce de la sentence retentit dans la salle un soupir de soulagement à peine audible. Les parents de Rachel, présents au procès du premier au dernier jour, écoutèrent silencieusement la décision du tribunal. Curtis conserva une expression de visage de pierre, ne manifestant aucune émotion. Menotté, il quitta la salle du tribunal en compagnie de l'escorte. Malgré l'achèvement du procès principal, le tribunal indiqua séparément la nécessité de continuer l'enquête de l'affaire concernant la falsification de la police d'assurance. Le représentant de la compagnie d'assurance qui s'exprima au tribunal déclara que la police fut établie avec de grosses violations, ce qui admet la possibilité de participation ou de négligence de tierces personnes. Cette affaire fut séparée en procédures distinctes. Ainsi, l'enquête n'est pas encore complètement achevée. L'affaire du possible complice ou participant à l'escroquerie d'assurance resta ouverte et sera examinée séparément.